Est-ce que je sais que je vis, ou bien seulement que je le sais? Alberto Cairo, ce nom ne vous dira peut-être rien, qui était le pseudonyme employé en littérature par Fernando Pessoa, l'immense écrivain portugais, avec ce petit chapeau, ses petites lunettes, sa petite moustache, son visage, son corps maigre. C'est une des figures de la littérature et de la poésie portugaise. Pessoa est probablement moins connu en France. Ce qu'il a fait découvrir en Europe, à travers l'Europe, c'est l'immense film de Wim Wenders, Lisbon Story, avec cette musique qui nous berce extraordinaire de Madradeus. Et Pessoa, c'est avant tout un écrivain qui a vécu à Lisbonne, qui est né à Lisbonne, qui est mort jeune d'alcoolisme à 47 ans à Lisbonne, qui a vécu son enfance en Afrique du Sud, dans une période troublée par la dictature. Et il y a des petits opuscules extraordinaires, comme Le banquier anarchiste. Pessoa, cet employé de banque modèle qui écrivait dans cette nostalgie incroyable à ses heures perdues. Pessoa, cet écrivain secret aussi. Et aujourd'hui, à Lisbonne, comme vous le voyez sur ces images, on peut visiter sa maison natale, qui est son musée, où on découvre l'univers de Pessoa, sa machine à écrire, des photographies de flânerie dont Pessoa était habitué dans Lisbonne. Pessoa était un critique aussi, un pasticheur, qu'on pourrait dire un pasticheur maniaque, un génie du modernisme, et un écrivain mélancolique, surtout dans les années 1920 à 1928. Une œuvre marquée, je l'ai dit, par l'hétéronymie, beaucoup de pseudonymes dans la littérature de Pessoa, une œuvre nostalgique que l'on vous encourage à redécouvrir, à réécrire. Écoutez ces vers de Pessoa. Nombreux sont ceux qui vivent en nous. Si je pense, si je ressens, si j'ignore qui est celui qui pense, qui ressent. Je suis seulement le lieu où l'on pense, où l'on ressent. Version du Je est un autre rimbaldien de Ricardo Reis, le double philosophe de Fernando Pessoa. Nous sommes donc allés à Lisbonne et nous commencions par cet écrivain mythique, cette figure de la vie lisboète des années 20, des années 30, et nous allons partir à la découverte de ce magnifique pays et des surprises qu'il peut réserver, des mystères dans ce musée et dans ce pays, comme on les affectionne particulièrement dans cette émission. Autre ambiance maintenant, à côté de Lisbonne, le palais des marquis de la Fronteira, toujours habité par le 12e marquis de Fronteira, avec des pièces, la bibliothèque, les jardins qui sont ouverts à la visite, d'autres ne le sont pas, édifice de la fin du XVIIe siècle, on situe la construction à 1660. C'était initialement un pavillon de chasse destiné à être utilisé comme un pavillon de chasse. Le palais est extraordinaire par les azuleros, les fameux azuleros, de style baroque portugais avec cette couleur bleue que l'on trouve sur le jardin. Ce qui est un peu moins facile, c'est de le trouver parce que le palais est situé dans un endroit discret où on ne s'attend pas à le voir, en bordure du parc forestier de Monsanto et au milieu d'une zone résidentielle. Toujours habité, comme on le disait, par un marquis portugais. On y visite les jardins qui sont absolument extraordinaires, comme vous pouvez le voir sur ces images. On voit également à l'intérieur une salle des batailles qui possède des panneaux qui représentent des scènes de la guerre de restauration portugaise, dont un met en scène justement Mascarenhas, le combattant général espagnol, dont la fidélité à Pierre II de Portugal, le roi, il y avait à cette époque un roi, durant ce conflit, lui valut le titre de marquis de Fronteira. Vous pourrez visiter également la sala des jantar avec des faïences hollandaises, des portraits de la noblesse portugaise. On est en pleine noblesse portugaise façon 17e, façon 18e siècle, c'est très intéressant.
Et puis, il y a une petite chapelle, une façade de la chapelle, construite fin du XVIe, rénovée au XVIIIe siècle, avec des morceaux de verre, de la porcelaine. Mais ce qui est probablement le plus extraordinaire, hein, qui nous a vraiment marqué dans ce palais, ce sont les jardins. Comme on le disait, parce que vous trouvez des faïences qui représentent des coutumes champêtres qui sont relatives à chaque saison de l'année. On vous laisse découvrir ces superbes images du palais des marquis de Fonterra à côté de Lisbonne. Changement d'endroit, toujours à Lisbonne bien sûr, mais place Belém, cette fois-ci Santa Maria de Belém. Alors pourquoi Belém? Avant ça s'appelait Bethléem, et puis avec le temps ça a changé de nom. Alors superbe place, là ce que vous voyez à l'écran c'est un monument à la gloire des explorateurs, c'est l'endroit en particulier d'où est parti Vasco de Gama en route pour les Indes en 1497, donc on rend hommage aux grands explorateurs portugais pour leur voyage à travers le monde, et c'est aussi là que se trouve le quartier du Palais de Belém, cette ancienne résidence royale des XVIIe et XVIIIe siècles, le Palais de Belém qui est aujourd'hui occupé par le président de la République portugaise. C'est à cet endroit, donc place Belém, que l'on a découvert ce monument d'architecture extraordinaire qui est le monastère des Hiéronymites, qui date du XVIe siècle, et puis dans lequel on trouve à l'intérieur les musées de l'archéologie et de la marine, et le monastère est précisément construit à l'époque comme un monument dédié au succès de l'expédition de Vasco de Gama en Inde. Ce monument fut financé par les taxes prises sur le commerce des épices orientaux. Vasco de Gama d'ailleurs qui est inhumé dans l'enceinte du monastère, et vous verrez sa tombe donc à l'intérieur du monastère des Hiéronymites. Ah oui. Et ensuite on passe à cette place, regardez la place Belém, le monastère des Hiéronymites, et puis la tour Belém, regardez la tour Belém qui est un emblème lisboète, celui que l'on retrouve véritablement sur tous les catalogues de voyages, de publicité sur le Portugal, tour de Belém. Belém c'est un quartier comme on l'a dit, c'est cette tour qui a été construite pour servir de porte d'entrée de la ville de Lisbonne et qui est partie intégrante du système de défense qui était destiné à protéger l'embouchure du Tage, le fleuve lisboète, et évidemment à protéger le monastère des Hiéronymites. Le Tage, les Hiéronymites, constituent évidemment des points stratégiques pour envahir la ville. On est donc dans le cœur d'un système de défense, une tour construite dans les années 1515-1519 par l'architecte militaire Francisco de Arruda, qui avait été concepteur de plusieurs forteresses élevées au Maroc, sur des terres possédées par des Portugais. Et figurez-vous qu'en 1580, quand Lisbonne a été envahie par les troupes espagnoles au cours de la lutte pour le trône portugais, la tour combattit et se rendit au duc d'Albe, Ferdinand Alvar de Tolède. Et puis la tour a été utilisée dans le temps, à une certaine époque postérieure, comme une prison, dont les cellules souterraines étaient d'ailleurs régulièrement inondées. Alors du fait de sa hauteur et de son manque de dissimulation dans le paysage, certains historiens pensent que la tour devait servir principalement d'avant-poste. Le bâtiment a été déclaré monument historique en 1910. On peut voir la casemate de la tour de Belém à l'intérieur. C'est aussi un lieu très intéressant en termes architectural et puis en termes, si j'ose dire, de repos, parce que vous avez toute une ribambelle de restaurants, de lieux de café tout autour de la tour Belém, et des hôtels chics que l'on appelle des boutiques hôtels qui sont tout autour. C'est donc un haut lieu de la ville portugaise.
portugaise et un monument dans lequel on peut vraiment s'émerveiller. Changement d'ambiance à présent vers le surréalisme avec cette artiste portugaise née à Paris en 1971, Joana Vasconcelos. Vous avez peut-être entendu parler d'elle et vu la magnifique exposition qui a un temps été présentée au château de Versailles. Eh bien, nous voici toujours à Lisbonne dans le palais des Ajuda qui présente cette magnifique exposition rétrospective de Joana Vasconcelos. À l'origine, en 2005, avait été exposée à la Biennale de Venise, où sa sculpture La Fiancée avait d'ailleurs fait sensation. Alors, dans les œuvres, on notera Ainovia, la fameuse fiancée, 25 000 tampons hygiéniques, et oui, avec du fil de coton, des câbles en acier, une sculpture qui est en forme de lustre, que vous avez découvert à l'écran du XVIIe siècle, entièrement composée donc de tampons hygiéniques, refusée à Versailles en 2012, mais exposée au 104 à Paris. Et puis une autre œuvre, Madame du Barry, 2007, sculpture ciment, peinture acrylique, habillement en coton fait main au crochet. Moi, ce que j'adore, c'est les 5000 fourchettes en plastique de couleur que l'artiste a tordues sous la chaleur pour en faire un filigrane de couleur. Ça s'appelle Cœur des Viana. Et puis sans compter d'autres œuvres incroyables que vous allez découvrir à l'écran dans un instant, en particulier ces chaussures. Regardez, ces chaussures, c'est incroyable. Composées, alors devinez de quoi? Composées de casseroles. On le voit un peu mal à l'écran de loin, mais regardez, si vous regardez le détail, il y a des milliers de casseroles pour composer ces chaussures. Le thème de Joana Vasconcelos, la femme, les accessoires féminins. Regardez ces têtes, ces sculptures, dans la roche. Où sommes-nous? Peut-être pas très loin de chez vous. En Bretagne, figurez-vous. Nous sommes dans la ville de Rothéneuf pour visiter les rochers sculptés de Rothéneuf, une superbe curiosité à visiter. Les rochers sculptés de Rothéneuf qui ont été réalisés de la fin de 1894 à 1907. Il a fallu en effet 11 ans. Et qui a sculpté ces rochers? C'est un abbé Adolphe Julien Fouéré, que l'on appelle aussi l'abbé Fouéré, qui est né en 1839 et qui est décédé 3 ans après la fin de ses sculptures en 1910. Alors l'abbé Fouéré, personnalité de l'Église, qui exerça successivement son ministère à Paimpont, à Guipry, à Forges-la-Forêt, à Maxent, à Langouet. Et puis en 1894, on lui demande d'abandonner son poste de recteur. Il était recteur à Langouet, et cela malgré une pétition qui circulait à l'époque de ses paroissiens et qui était contre évidemment son départ, et on lui demande de se retirer comme prêtre à Rothéneuf. Rothéneuf, c'est à 5 km de Saint-Malo, qui se trouve aujourd'hui dans la grande banlieue de cette ville. Mais figurez-vous qu'en 1900, Rothéneuf était en fait rattaché non pas à Saint-Malo, mais à une commune qui est une station balnéaire, qui était alors en vogue, qui s'appelle Paramé. Alors l'ecclésiastique avait conçu une œuvre monumentale, inédite dans le monde, totalement inédite, inégalée, taillée sur les rochers, une fresque en plein air, qui est donc à la merci de l'érosion marine. D'ailleurs, c'est un véritable problème au quotidien, et l'avenir de ces sculptures est totalement incertain. Il y a des associations qui se sont mobilisées. On espère qu'un jour elles soient classées monument historique et patrimoine, pourquoi pas mondial de l'UNESCO, pour bénéficier d'une protection spécifique et des fonds pour l'empêcher l'action de l'érosion sur cette roche. 13 ou 14 ans, donc on l'a dit, fin du 19e, début du 20e, 1894, 1907, voilà l'abbé Fouéré, cet ecclésiastique qui taille par tout temps, d'hiver, en pleine chaleur, et Dieu sait s'il peut faire très chaud en Bretagne, comme vous le savez, et très froid aussi évidemment.
Cette année, il fait plutôt très chaud l'été en Bretagne. Hein. Eh bien, il sculpte plus de 300 statues sur cet ensemble remarquable composé de rochers granitiques qui surplombent la mer. Alors, c'est quoi? Quelles sont ces sculptures qui peuvent paraître énigmatiques, ces sculptures en bois? Il habitait dans sa maison du bourg, qu'on appelait la Haute Folie, et la maison de l'Ermitage, et qu'on appelle aujourd'hui la Musée Bois. Alors, ces figures, c'était qui, ces thèmes abordés? Une inspiration variée, qui tient compte de l'histoire. On a longtemps dit que, en fait, les sculptures étaient celles de bandits, mais c'est inexact. Il y a eu aussi la reproduction de la guerre du Transvaal qui fait l'objet d'une scénette, le président Kruger, le colonel de Villebois-Mareuil, et puis il y a une actualité coloniale qui paraît l'avoir occupé parce que c'était un catholique militant, un patriote nationaliste, sans doute royaliste, qui avait voulu en mains endroits de ces sculptures faire de la propagande pour une évangélisation des peuplades soumises par la France. Et on retrouve évidemment l'homme célèbre de Rotheneuve, Jacques Cartier, l'un des thèmes préférés de l'abbé, qu'il a représenté non seulement d'ailleurs dans les rochers, mais aussi en bois, dans l'Ermitage. Alors, les visiteurs ont toujours été très nombreux à venir visiter les rochers sculptés. C'est une curiosité qui menace le site, c'est l'érosion qui menace le site, les embruns, les ruissellements, et puis un intérêt journalistique de chercheurs. On a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au mystère, parce qu'il faut bien parler d'un mystère. Comme je vous l'ai dit, on a prétendu que certains de ces rochers, certaines de ces figures correspondaient à des bandits, à des pirates, des brigands que l'abbé aurait essayé de reproduire. Regardez cette œuvre extraordinaire des rochers, des sculptures rochers dans les rochers de Rotheneuve. Alors nous voici un petit peu plus loin, effectivement. Nous sommes à présent au Luxembourg, dans le pays du Luxembourg, et pour visiter un superbe château qui est le château de Vianden. Vianden c'est donc un château fort que vous découvrez sur ces images, situé dans le pays du Luxembourg. Et Vianden, c'est un château qui est une sorte de transition, si vous voulez, dans le temps entre le roman et le gothique. On trouve des premières traces du château de Vianden vers le milieu tout de même du 5e siècle avant notre ère. Hein. Le château de Vianden, la construction du château de Vianden a donc démarré, pense-t-on, à l'époque romaine, et elle s'est poursuivie à l'époque carolingienne. Bon, ce que vous voyez à l'écran, la majorité des bâtiments a été érigée cependant, parce qu'on était sur le départ, on a pu nous construire aussi sur des ruines, entre le 11e et le 14e siècle. C'est un château qui a connu de nombreuses modifications, parce qu'on ne compte pas moins de 9 époques architecturales différentes entre du 5e siècle à nos jours. Et puis, depuis 1977, Vianden, le château de Vianden est la propriété de l'État luxembourgeois du pays, qui le restaure dans le respect de formes historiques. Alors, les fouilles ont permis de découvrir la présence d'un fortin construit sous le Bas-Empire, par exemple, et une première enceinte médiévale carolingienne élevée au 9e siècle. Voilà pour ces images extraordinaire de ce superbe château de Vianden dans le Grand-Duché de Luxembourg. Là, nous rentrons totalement à présent dans le mystère. Il y a sans doute parmi nos amis téléspectateurs des amateurs d'Arsène Lupin. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est la maison et le jardin de Maurice Leblanc, le papa d'Arsène Lupin. Eh bien oui, le Clos Lupin se visite dans la ville d'Étretat,
Vous pouvez ainsi prendre plaisir à composer un itinéraire lupin depuis Paris jusqu'en Normandie, où vous vous arrêterez dans des lieux lupinesques, et vous bénéficierez également d'un très très beau parcours fait pour les visiteurs, empli bien évidemment de mystères d'un bout à l'autre du parcours, et puis enfin une très intéressante boutique avec des DVD, des livres parfois rares consacrés à Maurice Leblanc. Et puis regardez, restons à Étretat. L'Aiguille Creuse, toujours, qui va faire son apparition à l'écran. La plage d'Étretat, l'Aiguille Creuse, superbe station balnéaire, dont le maire fut à un moment donné Raymond Lindon, avocat général à la Cour de cassation, et puis, comme vous le savez certainement, lié à la famille d'André Citroën. Raymond Lindon est d'ailleurs a eu comme pseudonyme en littérature Valère Catogan, qui a écrit un mystérieux ouvrage sur les secrets des rois de France. Vous voyez donc comme on baigne en plein mystère dans cette ville d'Étretat, ces falaises abruptes qui donnent sur la mer, et l'Aiguille Creuse, le nom de ce roman de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Regardez un peu ce paysage époustouflant qui est une invitation à redécouvrir évidemment la très belle œuvre de Lupin. Pierrefonds. Tout un programme. Pierrefonds, c'est d'abord l'imposant château fort, dans le département de l'Oise, à la lisière du sud-est de la forêt de Compiègne. Nous nous irons donc, à l'ambiance mystérieuse, après un formidable déjeuner, à l'auberge La Bonne Idée, étoilée Michelin, à quelques kilomètres du château. Il faut atteindre la ville d'abord, plaisante. Elle fut, au XIXe siècle, une station thermale réputée qui ambitionnait d'être en concurrence avec les plus grandes. Napoléon III l'affectionnait particulièrement. On dit que c'est un jour l'impératrice qui persuada Napoléon III, au XIXe siècle, de s'intéresser à la restauration du château de Pierrefonds. Pierrefonds, pourtant, tel que vous le voyez restauré, était en ruine avant la restauration qu'entreprit Viollet-le-Duc, le grand architecte de Napoléon III. Au XIIe siècle, un château s'élevait déjà sur le site, construit par le puissant lignage des Nivelon, les seigneurs de Pierrefonds, qui étaient originaires du Quercy. Il ne reste des ruines et de cette époque que des caves, qui sont situées sous le logis du XIe siècle. Philippe Auguste s'empara de la propriété du château à la fin du XIIe siècle, qui demeura ensuite dans le domaine royal. Le château vécut, mais tristement tout de même, victime des guerres, victime, par exemple, de l'opposition des Bourguignons et des Armagnacs. Le château, en 1617, fut démantelé par Louis XIII. En mars 1617, dans les débuts troublés du règne de Louis XIII, le château devient en effet la propriété de François Annibal d'Estrées, victime de cœur, membre du parti des mécontents que menait Henri II de Bourbon-Condé, prince de Condé. Le château, assiégé, fut pris par les troupes du gouverneur de Compiègne, envoyé par Richelieu. On peut dire que c'est Richelieu, secrétaire d'État à la guerre, qui entreprit précisément le démantèlement du château. Le conseil du roi Louis XIII avait en effet décidé de démolir le château en mai 1617, et son démantèlement est entrepris par le comte d'Angoulême. On fait sauter les tours par la mine, les logements détruits, les planchers, les charpentes brûlées, les ouvrages extérieurs rasés, les toitures détruites, des saignées sont pratiquées.
Et puis on redécouvre Pierrefonds. Napoléon le rachète, Napoléon Ier, en 1813 pour 2700 francs. Cela fait rêver. Et le fait entrer dans les dépendances de la forêt de Compiègne. Le XIXe siècle fut marqué par un engouement pour le patrimoine architectural du Moyen Âge. On visite alors à cette époque les fameuses ruines romantiques. Et en août 1832, Louis-Philippe donne ses lettres de noblesse au château de Pierrefonds lorsqu'il offre un banquet à l'occasion du mariage de sa fille Louise avec Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, premier roi des Belges. Caro, le grand artiste, comme d'autres, représente les ruines à plusieurs reprises entre 1834 et 1866. Mais Pierrefonds, ce fut aussi et d'abord la restauration qu'entreprit sur les conseils de Prosper Mérimée Eugène Viollet-le-Duc. Restauration, recréation, copie à l'identique, point d'interrogation. Viollet-le-Duc refuse la notion de copie. Cela ne l'intéresse pas et il fera œuvre également de belles constructions audacieuses à l'intérieur du château de Pierrefonds et en particulier dans le réaménagement des tours. On dit, selon une anecdote, que l'empereur hésitant entre la restauration du château de Pierrefonds et celle d'un autre château, c'est Eugénie, l'impératrice, qui lui propose un tirage au sort dont sortit le nom de Pierrefonds. Et pour cause, pour satisfaire la préférence de l'impératrice, elle aurait écrit ce nom sur les 2 papiers du tirage, point de mystère dès lors. Immense chantier qui commence en 1858, 5 millions de francs de l'époque, dont 4 millions prélevés sur la liste civile de l'empereur. Faute d'argent, la décoration des salles reste inachevée. Viollet-le-Duc fait un travail impressionnant. Des ouvriers, nombreux ouvriers, sont mobilisés 360 jours par an. Viollet-le-Duc imagine des sculptures, des boiseries, un décor peint, des meubles, tout un ensemble qui annonce parfois davantage l'art nouveau des années 1900 que le retour au Moyen-Âge. Car Viollet-le-Duc serait désormais appelé, aujourd'hui, un designer. Il recompose, crée des meubles, les agence à sa façon, réinterprète le Moyen-Âge qui, comme on l'a dit, redevenait en vogue à l'époque de Napoléon III. En observant bien, nombre des films que vous allez voir ou que vous avez déjà vus ont été tournés à Pierrefonds, ce lieu magique. Le Miracle des Loups en 1961, avec notamment Jean Marais, Le Bossu avec André Bourvil, et évidemment l'immense Papy fait de la résistance, Les Visiteurs, Jeanne d'Arc, et puis plus récemment Sidney Fox l'Aventurière et Les Rois Maudits. En 2008, le château de Pierrefonds sert de décor à la série télévisée britannique Merlin, diffusée sur BBC One. L'intérieur du château sert aussi de décor à la série télévisée de France 2 Inquisito, diffusée en juillet 2012 sur cette chaîne. Il ne faut jamais oublier que Pierrefonds fut aussi, et à bien des époques, un lieu thermal, une station qui rivalisait avec les plus grandes, en particulier du Pays Basque, des Pyrénées. Pierrefonds, une délicieuse agglomération, semblant sortir d'une photo sépia de l'époque dite belle, qui commença par s'appeler Petra Fontis puis Pierrefonds, comme le rappelle l'immense ouvrage de Gérard Dalmaz, Le château de Pierrefonds, paru aux éditions du patrimoine du Centre des Monuments Nationaux. Pierrefonds, c'est aussi grâce au docteur venu de Paris en 1845 qui vantait les vertus de 2 sources découvertes, comme on l'a dit, une magnifique station thermale. Une magnifique station thermale qui commercialisait et exportait des bouteilles de l'eau de source. Ce furent aussi les initiatives de Monsieur Sabatier, des termes qui sortent de terre, cette eau inattendue, rebaptisée Pierrefonds-les-Bains, Pierrefonds-les-Bains, un nom qui fait rêver, qui pouvait effectivement rivaliser avec les plus grandes villes thermales. C'est alors qu'au XIXe siècle se construisent des manoirs anglo-normands, des villas de style balnéaire, et le château de Jonval, que l'on peut voir aujourd'hui qui se dresse de manière élégante, et surtout le prieuré, commandé par Monsieur Sabatier à Viollet-le-Duc.
Sabatier pouvait observer les magnifiques travaux de restauration de Viollet-le-Duc et lui commander la restauration de sa propre villa. La prospérité fut celle du XIXe siècle. Marcel Proust, écrivain mondain, faisait cependant allusion à Pierrefonds dans Un amour de Swann, et évoquant la déjection, nous citons, de Viollet-le-Duc. Selon lui, le château sentait encore trop le neuf. Mais la vraie personnalité de Pierrefonds demeure Caroline Rémy, alias Séverine, journaliste de la cause ouvrière, du féminisme, dreyfusarde, militante. Séverine, l'égérie, la modèle de Rodin, de Renoir, égérie de Jules Vallès, plume brillante du cri du peuple, elle choisit en 1904 d'être citoyenne de Pierrefonds et achète une grande maison dans la rue Séverine. La Grande Guerre fit du mal à Pierrefonds et interrompit les travaux, rêves financiers d'un maire de Pierrefonds, Gustave Adolphe Clément Bayard. Vous pourrez y voir des cartes postales des époques anciennes, les cartes postales des ruines et les cartes postales de la Restauration, si vous allez au musée du château, avec de magnifiques maquettes qui racontent comment fut entrepris la construction par Viollet-le-Duc. N'oubliez pas, l'auberge de la Bonne Idée, étoilée Michelin, est un ravissement pour les papilles avant de vous rendre dans cette magnifique ville du château de Pierrefonds. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de la 10. La programmation de la 10 vous présente, comme vous le savez, régulièrement cette émission consacrée au monde demain, de quoi le monde demain sera fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir des États. L'avenir des États sera le premier thème de cette émission. L'avenir des États face à la concurrence des multinationales, le rapprochement peut paraître étrange et pourtant nous viendrons l'expliquer avec un internaute chercheur. Et puis face à la concurrence aussi d'autres petits États qui se réveillent. Récemment, la déclaration du président de Google de créer un État a fait une surprise et a fait réfléchir. Voici ce thème avec tout de suite Jean-Pierre Lydia, qui est chercheur et qui va nous parler du sujet. Merci. Oui, bonjour, merci de me permettre d'intervenir sur votre antenne sur ce sujet de l'avenir des États. Moi, je suis content qu'on en parle parce que, effectivement, vous avez raison de le souligner, il y a l'actualité, c'est la déclaration de Google selon laquelle qui souhaite procéder à la création de son propre pays et qui effectivement est surprenante, mais pas si surprenante que ça, comme je l'indiquerai. C'est vrai que une entreprise multinationale se dit tiens, pourquoi pas créer son propre pays. On peut prendre la déclaration à la légère, on peut aussi s'y intéresser de très près. Moi, je m'y intéresse de très près parce que ce n'est pas un hasard si une entreprise multinationale se dit pourquoi pas concurrencer un pays. Et c'est vrai qu'avec l'état d'endettement des pays, on pourrait imaginer qu'une entreprise multinationale comme Google demain fasse un chèque et rachète un État ou rachète la dette d'un État, ce qui revient au même parce que un État, on le dit toujours, c'est comme une entreprise. Vous voyez que la confusion devient de plus en plus grande après tout, je vous fais un chèque, mais je vous réaménage, je vous restructure, un peu comme des fonds spécialisés dans le domaine, je vous restructure, j'impose mes hommes, et dans 5 ans, au moment où je partirai, tout sera acquis à ma cause, j'aurai profité des avantages concurrentiels pendant 5 ans, et j'aurai le pouvoir. Bon, vous voyez, dans des moments d'endettement comme ça, on peut vraiment s'interroger, prendre peur, et puis dans des périodes où on réfléchit à la privatisation des services publics, parce que ça coûte
très cher et que l'État surimpose déjà les habitants, dans une période où aussi il y a un manque de confiance des gens dans l'État, représenté, et puis parce que il y a une croyance que l'État ne peut ni assurer la sécurité des gens, ni des biens, et ni l'augmentation des violences, et puis ni permettre l'épanouissement, la crise, le chômage. Donc, qu'est-ce que me permet l'État? Voilà. Et puis, à un autre côté, on me dit, oui, mais il y a les multinationales qui, elles, ont de l'argent. Ouais, sauf que je rappellerai aussi aux gens que les sondages montrent le nombre de gens peu épanouis dans les entreprises. C'est la même question. Peut-on croire, peut-on faire confiance dans une entreprise qui peut du jour au lendemain vous foutre à la porte? Est-ce qu'un entretien, il ne suffit pas d'entretien de ressources humaines, de référendum, de vote interne, de délégués du personnel pour reconstituer une démocratie aussi grande que celle d'un État, si vous voulez. N'oublions pas que les entreprises servent d'abord des intérêts privés. Je ne suis pas anticapitaliste, je le suis, mais de manière modérée, c'est-à-dire qu'il faut que chacun ait à manger dans un pays. C'est vrai qu'il faut douter, y compris de son entreprise, y compris de son État, mais cette déclaration est importante. Elle me fait penser au fait que pour certains, Internet est un espace, on va dire, échappant au droit. Des têtes comme celle-ci ont prospéré, disant qu'un peu comme les eaux maritimes internationales, l'espace aérien, ou que sais-je encore, les ondes, eh bien, c'est un peu dans l'air. C'est-à-dire que ça appartient à personne. C'est pas vraiment... et alors, cette thèse, elle est dangereuse, parce que je suis français, j'envoie des photos... parce que je suis photographe professionnel en Hongrie, et puis le type en Hongrie me dit, je récupère vos photos, elles sont passées un instant dans Internet, ou quelqu'un les chope entre deux, un hacker, et puis il dit, ben voilà, maintenant c'est Internet. Alors, maintenant, vous avez volé les photos. Alors, il va vous dire, mais non, parce que j'ai volé selon quel droit? Selon le vôtre, il s'applique pas, parce que c'est l'espace Internet international qui est réglementé par les statuts de Google. Bon, et là, Google dit, Google, le prestataire X, sinon j'aurai des problèmes, le prestataire X dit, ah non, il y a une loi privée, c'est la loi de l'entreprise. Et là, vous perdez tous vos droits. Bon, non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, Google rappelle l'application des lois et des règlements, sauf que Google sait bien, et tous les prestataires le savent, et c'est pas de leur faute, qu'Internet est un casse-tête. Internet est un casse-tête, pas à cause des entreprises, pas à cause des prestataires, mais à cause d'Internet. C'est que de la même façon qu'un problème, si vous voulez, de piraterie dans les eaux fluviales internationales pose un problème de rattachement, de la même façon ici, vous ne savez pas à quel droit c'est soumis, parce qu'il y en a deux possibles, voire trois, voire quatre. Il y a la loi du prestataire, celui qui envoie, celui qui reçoit. C'est un casse-tête. Et on ne peut pas avoir une loi internationale d'Internet, parce qu'on ne se mettra jamais d'accord entre tous les pays, les 250 mondiaux, que sais-je encore, pour avoir une seule loi. Bon. Et alors, deuxième sujet, je me suis dit, la déclaration de Google m'a fait penser à des initiatives individuelles qui ont pu exister ici ou là, de créer son propre État. Et effectivement, il y a eu des initiatives comme celle-ci. Il y a eu, j'en citerai trois exemples. Sealand, en Angleterre, dès les années 60, un gars, Bates, qui se dit, on m'empêche en Angleterre de créer ma radio pirate. Je m'installe sur une ancienne plateforme de la Seconde Guerre mondiale, qui est située dans les eaux territoriales, selon l'Angleterre britannique, selon moi internationale. Ouf, il paye plus ses taxes, il fait sa radio, on l'attaque. Il y a même des gars qui viennent en bateau depuis l'Angleterre, la police l'a arrêté. Et là, il résiste et il gagne. Il y a un procès, et puis Bates gagne. Alors, un jugement controversé par les spécialistes du sujet, mais enfin, qui nous dit que Sealand, c'est le nom de son pays, regardez sur Internet, il y a son gouvernement, Sealand, aussi petit qu'un appartement, est situé dans les eaux internationales, que l'Angleterre n'y a pas prise. Alors Bates a le droit de payer ses taxes, il peut s'y installer, amener des touristes, en nombre relatif, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir à Sealand, à part la salle à manger du gars, le canapé qui sont en fils de gouvernement, un toilette et puis une cellule dans laquelle il a emprisonné une fois, mais une journée de manière assez sympathique, que le gars pourrait manger un steak au poivre quand même dans la journée, que sais-je encore, un traître à la pâture, que sais-je encore. Bon, et on peut rien faire sur Sealand, on y reste une heure, on repart, parce que si vous voulez, il n'y a rien à voir, mais c'est amusant, c'est quand même amusant. Moi, j'ai jamais fait personnellement, mais on a vu des vidéos sur YouTube, ça circule, bon. Et puis, il y a, c'est marrant, Sauget, il suffit d'aller dans le Doubs en France, d'aller à Pontarlier, et vous allez voir que vous pouvez avoir à votre demande des douaniers qui vous arrêtent, qui vous demandent un laissez-passer de la présidente du Sauget, Madame Pourchet, qui est une figure emblématique française. Alors, Sauget, c'est la fille aujourd'hui de la maman qui avait été la première présidente de Sauget.
Là aussi, ils ont leur site internet, leur télé, ils battent monnaie, ils nomment des ambassadeurs. Bon, Sauget, c'est venu une sorte de déclaration verbale du préfet du Doubs qui avait dit un jour à un restaurateur de Sauget, ce territoire est comme un pays, je sais pas quoi, je vous nomme président. Et hop, ça a fait mouche. Le Sauget, l'aubergiste, les bouchers de se dire, et donc je suis président. Donc depuis il y a une présidence. Alors, présidence de la République, qui est pacifique, alors voilà, qui est très pacifique, qui fait amener des touristes et tout ça, qui n'aime pas le mot folklore, enfin ça y ressemble, mais surtout, c'est des gens sympathiques, un beau territoire. Mais il y a du très bon fromage, on y mange bien, il y a des belles salaisons, mais si vous voulez, c'est pas, ils ne demandent pas leur siège à l'ONU, bien qu'ils seraient à mon avis très contents finalement de l'avoir. Mais enfin, c'est une initiative amusante qui a fait entendre parler d'elle. Et puis, alors, ils nomment des ambassadeurs, mais je veux dire, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Je me suis interrogé, est-ce qu'ils veulent être indépendants ou pas? La réalité, c'est qu'ils veulent l'être, c'est pas trop l'être. Ils aiment bien la France, ils aiment bien ce statut de volonté de réclamer son indépendance. Bon, ils veulent un peu tout, mais c'est une initiative qui est intéressante. C'est Borga, plus sérieux, en Italie, pas loin de Nice. Alors c'est une ville, 350 habitants, qui a une longue histoire, historiquement, et ils ne manqueront pas de le rappeler. Il y a eu à un moment donné, c'était la propriété de l'abbaye de Reims, à Nice, des comtes de Vintimille, nous sommes au Xe siècle, un rattachement peu clair, il faut bien le dire quand on regarde les actes, mais moi je ne suis pas un historien, je ne suis pas non plus un géopiste, de rattachement à la France, à un moment donné rattaché à la Savoie. Bon, disons qu'au minimum, quand on regarde ça, on se dit qu'il y a un doute sur le rattachement à la France, à l'Italie, pardon, à l'Italie. Et puis là aussi Giorgio Ier, Giorgio Carbonnet, qui s'est instauré prince un jour, nous sommes dans les années 60, qui était un personnage charismatique, avec sa barbe, la ficelle, enfin voilà, un personnage où on peut retrouver sur internet des descriptions, si vous voulez, et ben voilà, il s'est déclaré indépendant, alors ça a fait froid dans le dos à l'Italie, même chose, mais pas des taxes, etc., même scénario, statut peu clair, intéressant, parce que c'est Borga qui a un peu plus quand même que les deux autres que j'ai cités, il nomme des consuls et des ambassadeurs dans le monde entier, c'est comme le faire si ça les amuse, mais surtout, le Luxembourg a abrité et abrite toujours une représentation permanente de ces Borga. Alors, représentation permanente, ça ne veut pas dire un consulat et un ambassadeur, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît le pays, mais ça veut dire qu'on en tient compte, qu'on fait des exemples à travers l'histoire de la Palestine, bon, et on en tient compte. Bon, donc, leur dossier a été déposé à l'ONU, à ma connaissance, ils demandent une indépendance, donc ils sont pas dans un statut alternatif Michel Mirezin, mais ils sont plutôt dans un côté je demande indépendance. Bon. Alors, intéressant, pourquoi Monaco, pourquoi pas eux, si vous voulez, on peut s'interroger. La question c'est, si tous ces pays sont indépendants, et si Google l'est aussi, Google, ça amène d'autres questions, parce que les multinationales, être un pays, si vous voulez, c'est quand même, comme je le disais, on pourrait y réfléchir 5 minutes, mais sur les États, c'est une autre question, finalement, c'est la même pour tout. Est-ce qu'on va pas revenir au Moyen-Âge avec le démantèlement, alors soit privé, via Google, soit public, avec des États qui se reconstituent partout, où il y a des tout petits États tout le temps, et on sait très bien que ça peut mener à des conflits importants, des volontés de fusion, des guerres, et tout ça. Enfin, on peut s'interroger, et pourquoi pas là, et pourquoi pas une autre ville juste à côté, et puis il n'y a plus d'Italie demain. Bon, donc, ces initiatives bien sympathiques font qu'on n'y croit pas pour cette raison. Maintenant, un statut alternatif est-il possible à l'image des territoires autonomes espagnols? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être construit? Au minimum, une reconnaissance, d'une manière ou d'une autre, une forme de reconnaissance. Bon. Alors, c'est amusant d'y aller. Moi, je vous conseille dans ces 3 endroits, alors surtout, le premier un peu moins, ça peut être évident de se rendre à tout sur place, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est Borga, Sauget, beaucoup plus. C'est amusant de voir un pays qui met dans le cas de ces Borga de sa monnaie, Guinée, qui a un cours légal, un cours légal selon ces Borga, une petite cabine pour les douaniers, un drapeau, des plaques d'immatriculation locale, c'est assez amusant si vous voulez. Quand on est sorti de l'amusement, il y a des arguments sérieux qui sont invoqués. Donc tout ceci m'amène à dire pourquoi cette volonté, pourquoi être indépendant, et tout ça. Écoutez, il y a pas mal de raisons qui font qu'on veut être indépendant. On peut vouloir se faire remarquer dans une ère où, paradoxalement, avec la globalisation
réflexion qui devrait nous amener à penser global, on pense individuel parce que la globalisation permet l'individualisation. Je crée mon site internet, j'ai ma propre musique, je la développe, je crée mon entreprise sur internet très vite. Enfin, l'individualisation très forte, tout le monde est pâtissier, tout le monde est cuisinier, tout le monde est prince. Regardez les émissions de télé-réalité avec j'apprends la cuisine, je suis cuisinier, je suis chanteur parce que je suis passé à la Starac. Bon, demain je peux être prince parce que je suis passé dans une émission où TF1 va louer, ou quelle chaîne, je ne sais pas, va louer un espace dans le monde et va dire voilà, maintenant on a besoin d'un prince, et là c'est le concours du prince. Bon, pourquoi pas si vous voulez, hein. L'idée c'est que chacun peut tout faire. On peut être président de la République demain si en l'espace de 3 semaines on a été coaché par une bonne boîte. Bon, alors donc il y a une volonté si vous voulez d'oublier l'histoire et puis de partir à zéro tout le temps parce qu'on veut avoir la mémoire courte et parce que l'histoire c'est fait pour les anciens et qu'on veut aller très vite. Il y a une idée du mouvement hein, dans tout ça. On veut aller très vite, faire vite et ne plus être libre. Hein. On veut plus d'engagement. Espace libre, je suis libre de penser, je peux écrire n'importe quoi sur n'importe qui, je peux demain. Ça me fait. Là, c'est pas un hasard si ça vient du président de l'Union nationale. Je n'ai rien contre. Hein, je dis simplement que ce n'est pas un hasard parce qu'il y a cette revendication, cette soif de liberté. Et quelle meilleure liberté que d'avoir son propre État. Quel gamin n'a pas rêvé d'être prince, d'être roi, d'être princesse. Enfin, si vous voulez, on revient à l'imagerie de l'enfance dans l'histoire. Et d'ailleurs, toutes ces initiatives me font penser toujours à l'enfance. Hein, il faut quand même bien dire ce qui est. Donc, la question, l'avenir des États, moi je vous dirais qu'il y a des questions à se poser et qu'il faut que les États se préoccupent. Moins ils ont la confiance des gens, plus ce genre de questions viendra. Moins ils pourront développer l'épanouissement, plus ils auront d'endettement, plus ce sera dangereux pour elles. Donc, méfiance. Et puis, écoutons ces revendications individuelles, personnelles, de ces États-là, parce que sous le couvert de l'anecdote, ils révèlent une vraie volonté qui peut-être ne demande qu'à s'affirmer de manière plus globale. Il y a peut-être plus de gens qui ont envie d'être indépendants. Il faut peut-être se demander ce que veut dire l'indépendance, ce que veut dire leur attachement à un État, les limites de cette notion. Est-ce que ça pèse pas assez, pèse trop? Et qu'est-ce que doit faire un État? C'est ça la vraie question. Donc il faut peut-être écouter un peu plus ces questions-là. Écoutez, je vous remercie de m'avoir donné la parole et puis féliciter des pays moins. Regardez ces têtes, ces sculptures, dans la roche. Où sommes-nous? Peut-être pas très loin de chez vous. En Bretagne, figurez-vous. Nous sommes dans la ville de Roténeuf pour visiter les rochers sculptés de Roténeuf, une superbe curiosité à visiter. Les rochers sculptés de Roténeuf qui ont été réalisés de la fin de 1894 à 1907. Il a fallu en effet 11 ans. Et qui a sculpté ces rochers? C'est un abbé Adolphe Julien Fouéré, que l'on appelle aussi l'abbé Fouéré, qui est né en 1839 et qui est décédé 3 ans après la fin de ses sculptures en 1910. Alors l'abbé Fouéré, personnalité de l'Église, qui exerça successivement son ministère à Paimpont, à Guipry, à Forges-la-Forêt, à Maxent, à Languet. Et puis en 1894, on lui demande d'abandonner son poste de recteur. Il était recteur à Languet, et cela malgré une pétition qui circulait à l'époque de ses paroissiens et qui était contre évidemment son départ, et on lui demande de se retirer comme prêtre à Roténeuf. Roténeuf, c'est à 5 km de Saint-Malo, qui se trouve aujourd'hui dans la grande banlieue de cette ville, mais figurez-vous qu'en 1900, Roténeuf était en fait rattaché non pas à Saint-Malo, mais à une commune qui est une station balnéaire, qui était alors en vogue, qui s'appelle Paramé. Alors l'ecclésiastique avait conçu une œuvre monumentale, inédite dans le monde, totalement inédite, inégalée, taillée sur les rochers, une fresque en plein air,
qui est donc à la merci de l'érosion marine. D'ailleurs, c'est un véritable problème au quotidien, et l'avenir de ces sculptures est totalement incertain. Il y a des associations qui se sont mobilisées. On espère qu'un jour elles soient classées monument historique et patrimoine, pourquoi pas mondial de l'UNESCO, pour bénéficier d'une protection spécifique et des fonds pour l'empêcher l'action de l'érosion sur cette roche. 13 ou 14 ans, donc on l'a dit, fin du 19e, début du 20e, 1894, 1907, voilà l'abbé Fouéré, cet ecclésiastique qui taille par tout temps d'hiver, en pleine chaleur, et Dieu sait s'il peut faire très chaud en Bretagne, comme vous le savez, et très froid aussi évidemment. Cette année, il fait plutôt très chaud l'été en Bretagne. Eh bien, il sculpte plus de 300 statues sur cet ensemble remarquable composé de rochers granitiques qui surplombent la mer. Alors, c'est quoi? Quelles sont ces sculptures qui peuvent paraître énigmatiques, ces sculptures en bois? Il habitait dans sa maison du bourg, qu'on appelait la Haute Folie, et la maison de l'Ermitage, et qu'on appelle aujourd'hui la Musée Bois. Alors, ces figures, c'était qui, ces thèmes abordés? Une inspiration variée, qui tient compte de l'histoire. On a longtemps dit que, en fait, les sculptures étaient celles de bandits, mais c'est inexact. Il y a eu aussi la reproduction de la guerre du Transvaal qui fait l'objet d'une scénette, le président Kruger, le colonel de Villebois-Mareuil, et puis il y a une actualité coloniale qui paraît l'avoir occupé, parce que c'était un catholique militant, un patriote nationaliste, sans doute royaliste, qui avait voulu en mains endroits de ces sculptures faire de la propagande pour une évangélisation des peuplades soumises par la France. Et on retrouve évidemment l'homme célèbre de Rotheneuve, Jacques Cartier, l'un des thèmes préférés de l'abbé, qu'il a représenté non seulement d'ailleurs dans les rochers, mais aussi en bois, dans l'Ermitage. Alors, les visiteurs ont toujours été très nombreux à venir visiter les rochers sculptés. C'est une curiosité qui menace le site, c'est l'érosion qui menace le site, les embruns, les ruissellements, et puis un intérêt journalistique de chercheurs. On a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au mystère, parce qu'il faut bien parler d'un mystère. Comme je vous l'ai dit, on a prétendu que certains de ces rochers, certaines de ces figures correspondaient à des bandits, à des pirates, des brigands, que l'abbé aurait essayé de reproduire. Regardez cette œuvre extraordinaire des rochers, des sculptures rochers dans les rochers de Rotheneuve. Alors nous voici un petit peu plus loin, effectivement. Nous sommes à présent au Luxembourg, dans le pays du Luxembourg, et pour visiter un superbe château qui est le château de Vianden. Vianden c'est donc un château fort que vous découvrez sur ces images, situé dans le pays du Luxembourg. Et Vianden, c'est un château qui est une sorte de transition, si vous voulez, dans le temps entre le roman et le gothique. On trouve des premières traces du château de Vianden vers le milieu tout de même du 5e siècle avant notre ère. Le château de Vianden, la construction du château de Vianden a donc démarré, pense-t-on, à l'époque romaine, et elle s'est poursuivie à l'époque carolingienne. Bon, ce que vous voyez à l'écran, la majorité des bâtiments a été érigée cependant, parce qu'on était sur le départ, on a pu nous construire aussi sur des ruines, entre le 11e et le 14e siècle. C'est un château qui a connu de nombreuses modifications, parce qu'on ne compte pas moins de 9 époques architecturales différentes entre du 5e siècle à nos jours. Et puis, depuis 1977, Vianden, le château de Vianden est la propriété de l'État luxembourgeois du pays, qui le restaure dans le respect de formes historiques. Alors, les fouilles ont permis de découvrir la présence d'un fortin construit sous le Bas-Empire, par exemple, et une première enceinte médiévale carolingienne élevée au 9e siècle.
pour ces images extraordinaires de ce superbe château de Vianden dans le Grand-Duché de Luxembourg. Là, nous rentrons totalement à présent dans le mystère. Il y a sans doute parmi nos amis téléspectateurs des amateurs d'Arsène Lupin. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est la maison et le jardin de Maurice Leblanc, le papa d'Arsène Lupin. Eh bien oui, le Clos Lupin se visite dans la ville d'Étretat. Vous pouvez ainsi prendre plaisir à composer un itinéraire Lupin depuis Paris jusqu'en Normandie, où vous vous arrêterez dans des lieux lupinesques, et vous bénéficierez également d'un très très beau parcours fait pour les visiteurs, empli bien évidemment de mystères d'un bout à l'autre du parcours, et puis enfin une très intéressante boutique avec des DVD, des livres parfois rares consacrés à Maurice Leblanc. Et puis regardez, restons à Étretat. L'Aiguille Creuse, toujours, qui va faire son apparition à l'écran. La plage d'Étretat, l'Aiguille Creuse, superbe station balnéaire, dont le maire fut à un moment donné Raymond Lindon, avocat général à la Cour de cassation, et puis, comme vous le savez certainement, lié à la famille d'André Citroën. Raymond Lindon est d'ailleurs a eu comme pseudonyme en littérature Valère Catogan, qui a écrit un mystérieux ouvrage sur les secrets des rois de France. Vous voyez donc comme on baigne en plein mystère dans cette ville d'Étretat, ces falaises abruptes qui donnent sur la mer, et l'Aiguille Creuse, le nom de ce roman de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Regardez un peu ce paysage époustouflant qui est une invitation à redécouvrir évidemment la très belle œuvre de Lupin.